Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct sur la côte de Beauté au large de Royan, département de la Charente-Maritime, commune de 18 000 habitants, pour vous commenter le départ de l'étape numéro 3 de la 53e solitaire du Figaro. Nous avons été accueillis ici à Royan en Charente-Maritime par la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique, la ville de Royan et le département de la Charente-Maritime. Nous avons passé une superbe semaine ici. À mes côtés, Étienne 16 qui sera mon consultant. On le connaît bien, Étienne, et beaucoup le connaissent. On l'a connu dans le domaine de la voile olympique, de la planche à voile. Il était très proche de Morgan-la-Gravière et c'est déjà 10 ans de course au large. Bonjour Étienne. Bonjour Serge, bonjour Comment à tous. va ? Ça va, très bien. On vous a fait venir parce que vous avez une certaine légitimité ici dans le secteur. Vous êtes entraîneur du pôle d'excellence de La Rochelle. C'est ça, tout à fait. Donc on est en Charente-Maritime, on est chez nous. Alors ce qui fait que vous entraînez Robin Marais, Alexis Thomas, Charlotte Yvain qui s'entraîne également ici, un Allemand, Georg Richers, Romain Richard qui découvre la solitaire du Figaro, mais également un Irlandais, Kenneth Rimbaud, des bons marins. Hein. C'est ça, des bons marins, très agréable, une belle équipe. Alors, nous allons écouter d'ici quelques instants un début de procédure de départ. En règle générale, la procédure de départ s'établit à 8 minutes. On peut parler déjà des conditions qu'il y a sur le plan d'eau en ce moment, Étienne ? Donc oui, on a des conditions qui sont optimales. Hein. On a un vent de sud-sud-est, on est à l'intérieur de l'estuaire, donc c'est relativement plat. Et voilà, les conditions sont bonnes, je pense que ça va être un moment agréable et en plus le cadre est magnifique. On va quand même aller voir Cordouan, donc c'est jamais désagréable pour des skippers et pour le public. 640 000 nautiques, la dernière étape, une solitaire du Figaro qui aurait été exigeante encore une fois. Hein. Et qui va encore l'être, c'est-à-dire que nerveusement on a une première partie qui est quand même qui va pas être facile parce qu'il y a quand même beaucoup de zones de transition. On est quand même à l'intérieur du golfe de Gascogne, donc tout est possible. Et une deuxième partie où là on va retrouver ce qu'on appelle nous un peu dans le jargon des conditions un peu la guerre quand même. Parce qu'on a une dépression qui va passer et on a un axe de vent entre la pointe du Cap Finistère et la pointe Bretagne où là on a quand même beaucoup de vent avec des rafales à plus de 30 nœuds et surtout une houle en fait qui est assez prononcée. Donc il va se passer des choses encore. Début de procédure dans 4 minutes, ça va nous laisser un peu de temps pour découvrir un sujet qui concerne les marins. Ils sont arrivés jeudi, bien fatigués, pour certains épuisés, et puis il y a ceux qui les réparent. Ce sont les kinés. Je vous propose de découvrir le travail des kinésithérapeutes à l'arrivée des marins d'une solitaire du Figaro. Voilà ce que ça donne. J'adore le bateau, mais bateau pendant un mois, c'est bien aussi de souffler, faire un peu autre chose. Donc là, je vais aller voir les ostéos, les kinés. Alors, je pense que ça leur fait du bien, non? Je sais pas. Ouais. Dis un peu ce que tu penses, toi. Faut office de psychologue et de confident un peu, Ouais, c'est ça. parfois. Les kinés. Les kinés, ouais, tout à fait. Ça fait Bon, partie après- de la détente générale. Et ben, on essaye de leur redonner un peu d'énergie, de leur mettre le sourire quand l'étape c'est plus ou moins bien placé, et de les requinquer un peu, du moins ce qu'on arrive à faire nous, et tout en leur conseillant d'aller de dormir un peu, de bien s'alimenter, de se réhydrater. Moi j'habite à 20 minutes d'ici. Royan, moi je suis de La Rochelle, donc Royan c'est 3/4 d'heure de voiture. Je suis née à Rochefort, donc Royan c'est vraiment pas loin du tout. Donc forcément j'y passe un petit peu de temps, que ce soit pour les vacances ou que ce soit pour aller faire des sessions de kitesurf et de surf à la Côte Sauvage. Il y a 8 ans peut-être, j'étais en optimiste là, à faire des ronds dans l'eau dans la baie de Royan, à jouer avec le courant de la petite baie. Du coup c'est trop chouette d'aujourd'hui venir avec le Figaro. Et puis bien sûr les régates d'optimistes que j'ai fait depuis tout petit, j'en ai gagné quelques-unes ici dans la baie de Royan, à jouer avec le courant et les dévents du gros ferry, du gros bac qui passe et qui nous emmène de l'autre côté de la Gironde. Donc j'ai quelques bons souvenirs. Ouais. Là, on est à Royan, donc c'est à 65 km je pense de La Rochelle où j'habite. Je vis et je m'entraîne. Et j'ai de super souvenirs ici à Royan. Voilà, et du coup je suis super content de revenir sur les étapes de la solitaire du Figaro.
Et voilà, et le travail des kinés, on a vu également les marins locaux, hein, Violette d'Orange, Alexis Toba et Romain Marais. Conditions de vent, on les rappelle, Étienne, on va découvrir la carte du parcours côtier. Donc on a ce qu'il faut comme vent pour envoyer la flamme numérique 1, parcours côtier numéro 1. Alors, le départ sera donné au milieu du banc de Saint-Georges, en face la grande plage de Royan. Alors, ça va l'ouvrir un petit peu, peut-être bien tirer quelques bords pour aller chercher une première bouée orange, la bouée de dégagement du côté de la pointe de Suzac, qui est un bon spot d'ailleurs pour les spectateurs. Ensuite, une descente sous spinnaker et puis une bouée spectacle qui est positionnée à la pointe du Chet. Alors là, franchement, les spectateurs sont ravis, hein, Étienne. Ah ouais, c'est parfait, les spectateurs vont être ravis et pas mal de choses à jouer. On voit bien sur la carte le banc de Saint-Georges et en fait ça fait faire des variations au niveau du fond et donc aussi au niveau du courant. Donc le courant avec un vent faible comme ça va être un facteur important à prendre en compte. Et du coup je pense qu'on va revoir pas mal de retournements de situation, ça va être chouette à suivre. Alexis Thomas parlait justement du courant qui est important. Nous sommes dans l'estuaire de la Gironde, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. On est sur un estuaire quand même qui est assez large et forcément au gré des marées, le fleuve qui se vide et qui se remplit, c'est-à-dire dans ce fleuve-là où on trouve les mascarets après sur la Garonne. Oh là, une sirène sur le pavillon au comité de course, signal d'avertissement. Nous sommes à combien de minutes du départ alors? Écoute Serge, je vais être honnête, j'ai pas regardé. Mais je pense qu'on est à 8 minutes. Hein. Ça y est, ouais. Ça doit être, voilà, l'envoi des... Ah bah voilà le fameux voilier du comité de course à bord duquel se trouve Bruno Le Breton, président du comité de course, Jean-Louis Jaouen, qui est le jaugeur, mais également Georges Priol, le président du jury. Alors les enjeux sont importants. Une troisième et ultime étape, 640 000 nautiques. On rappelle que le classement de la Solitaire du Figaro, c'est un classement qui s'établit au temps. En tête en ce moment, nous avons le skipper de la région Normandie, Guillaume Pirouel, qui est un bisu, Guillaume Pirouel, et qui est en tête et qui dispose de 14 minutes d'avance sur un autre marin que l'on connaît bien, qui s'appelle Tom Laperche, le redoutable marin breton, Tom Laperche, Bretagne CMB Performance, et à 19 minutes derrière, un méditerranéen qui s'appelle Achille Nebou. 19 minutes, 14 minutes, tout est encore possible. Ah oui, tout est encore possible, hein. Enfin, presque à l'échelle Parle bien près du presque micro. à l'échelle sur un parcours de 700 000, c'est pas grand chose et il va encore. C'est ce qu'on dit hein, généralement aux skippers, hein, ce temps-là sur autant de milles, c'est quasiment rien en fait. J'ai beaucoup travaillé avec Xavier Macaire par exemple, qui était leader un peu sur les tables l'année dernière et c'est vrai qu'un quart d'heure, on le comptait presque pas comme un acquis. Une route assez longue. Je pense qu'on va, avec une fenêtre qui peut s'ouvrir, découvrir la carte du parcours, étape numéro 3, qui n'a pas été modifiée. C'était un parcours qui était prévu au cas où, effectivement, comme il y a beaucoup de vent d'annoncer dans le golfe de Gascogne, les voiliers ne vont pas rejoindre la Corogne directement, mais vont aller du côté de Arcachon, respecter une marque de parcours, et ensuite ils iront chercher une île qui est au nord de l'Espagne, avant de remonter du côté de Saint-Nazaire. Est-ce qu'on peut mettre la cartographie, s'il vous plaît, en fenêtre parcours numéro 3? Elle est importante, cette cartographie. Voilà, donc, le départ de Royan, Arcachon, île Farallones, qu'ils vont laisser sur leur tribord, et un grand bord pour monter à Saint-Nazaire. Là, il y aura de la mer, et il y aura beaucoup de vent, visiblement, Étienne. C'est ça, donc on peut couper le parcours en deux. Hein. On a une première section... Cordouan, Arcachon, île Farallone. Donc là, c'est vraiment, on va avoir des successions de transitions en fait. On va avoir des vents qui vont passer entre le sud, le nord. Donc ça va être assez complexe à gérer pour les marins. Est-ce qu'il y a des options possibles sur ce premier tronçon? Il n'y a pas de grosses options, mais à l'intérieur de la route la plus courte, il va y avoir beaucoup de petites options, des petits placements entre les adversaires où un va pouvoir partir avec le vent et l'autre va être coincé. Donc nerveusement, ça va être assez dur et finalement, il y a peu d'instants aussi pour se reposer sur cette section-là. Et sachant qu'après, on va attaquer sur la deuxième section qui, elle, va s'annoncer très ventée avec beaucoup de houle. Et longue, très longue. Et donc, après, ils vont aller très vite. Hein. On prévoit 24 heures à peu près sur la traversée du Golfe parce qu'il y a quand même beaucoup de vent, mais elle va être assez éprouvante. Donc là encore, peu d'instants pour se reposer. Donc ça va être vraiment là aux marins de faire les bons choix. Voilà, les images de la course avec le bateau comité de course, c'est derrière, les deux léopards de la région Normandie. Est-ce que c'est une surprise pour vous, Étienne Cesse, de voir en tête, finalement, au classement général, un bisu qui s'appelle Thomas Pirouel, qui est un bon marin? Guillaume Pirouel, qui est un très très bon marin, Guillaume. Bah, disons que oui, Guillaume, pour nous on n'est pas surpris, étant dans le milieu. C'est quelqu'un aussi qui s'était déjà fait remarquer en voile olympique en 4,70,
Et et il y a beaucoup travaillé aussi avec Alexis Loison. Donc non, je suis pas surpris et c'est très bien pour le sport. Voilà, on lui souhaite que le meilleur. En même temps, derrière, il y a aussi une concurrence. On a 2 clients, dont Tom Laperche et Achille, qui vont pas le laisser faire. Mais voilà, c'est un sacré compétiteur, Guillaume. Il est très précis. Donc préparatoire. Donc là, on est à 4 minutes du départ maintenant. Donc on va voir les bateaux qui vont commencer à redescendre sur la ligne. On va voir un peu plus clair sur les intentions de chacun, qui veut partir à quel endroit sur la ligne. Donc là, on voit Guillaume qui est près du bateau comité. Donc il va commencer un peu à préparer son départ. Et on a aperçu la voile de Keguiner, l'avion rose d'Élodie Bonafous. Bruno Le Breton m'a dit ce matin que la ligne de départ était assez importante. 32 voiliers, on multiplie par 10, ce qui fait 320. On applique un coefficient qui est d'1,8. Ça nous fait une ligne de départ de 600 mètres approximativement. Mesure de sécurité, évidemment. C'est ça. Et après, tout l'enjeu va être aussi sur le comité de course de mettre une ligne qui est ce qu'on appelle neutre, qui est vraiment dans l'axe du vent. Mais par exemple, là, si le vent il peut se mettre à bouger, ça va regrouper les coureurs d'un côté. Donc là, à ce moment-là, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Mais le comité est très compétent, donc j'ai pas de souci là-dessus. On découvre Charlotte Yvain sur la gauche du plan d'eau. Au centre, Guillaume Pirouel. Nous avons le voilier de la Marine nationale de Philippe Ars, l'Edenred. Le bateau qui est équipé par le talentueux Basile Bourgnon. On a Nils Palmieri, on a... Qui avons-nous? On a Michel Debout, effectivement, avec son joli voilier. Et on découvre également le voilier de Pep Costa qui disparaît de l'écran. C'est-à-dire que les bateaux vont déjà se positionner derrière la ligne, parce qu'on rappelle qu'il est hors de question d'anticiper le départ. Ce qui avait été le cas d'ailleurs, à Port-la-Forêt, où véritablement les marins avaient envie d'en écouter. Il y a eu un rappel général, ça arrive. C'est ça, ça fait même partie de la course, c'est des excès d'envie, on en voit même sur les plus grandes courses sur le Vendée Globe. Là, ce qui est intéressant, si on regarde bien à l'écran, on voit bien le courant en fait, on voit bien les bateaux qui sont déportés sur l'horizon. Donc là, c'est typiquement le courant de l'estuaire, et du coup, probablement, il se peut qu'on ait encore un problème des bateaux trop pressés, parce que ce courant-là, en fait, va faire monter tous les bateaux sur la ligne. Donc on les voit bien, ils cherchent toujours à s'éloigner de la ligne, parce qu'ils remontent naturellement. On va saluer Benoît Mariette, le skipper de Génération Seigneuriale, qui est à 39 minutes, je crois, au classement général. Il est 4e, il fait une très très belle solitaire du Figaro. Benoît, ici à l'image, l'Allemand que vous connaissez, Étienne, il s'appelle Jörg Richers, Albayotte, qui a fait une très belle première étape. Nous sommes à combien du départ? On est à 2 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, donc un autre plan, on voit le bateau Mutuel Bleu de Corentin Rowe. Là, les voiliers sont en train de s'aligner, Étienne, c'est important, hein? Voilà, c'est important, et les places sont un peu données à partir de ce moment-là. Et on voit que ça commence à boucher sur l'écran à droite, on voit que ça commence à boucher un peu au niveau du bateau comité. Donc voilà, à 1 minute, j'ai envie de dire, les places sont faites. Et là, on voit, je pense qu'il va y avoir un peu d'embouteillage au bateau comité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Étienne? Eh ben, on regarde, déjà, on a le bateau de Basile Bourgnon là, qui vient de virer avec les voiles rouges. On a Charlotte Yvain de Team Vendée Formation. Et 1 minute, c'est à peu près placé. Et avec le courant qui monte, je pense qu'il va y avoir de l'embouteillage. Bon, est-ce qu'on risque un rappel individuel, un rappel général? Oui, non? J'ai pas l'axe de la ligne, mais on risque un petit général, ouais. Oh, non! Ah ben on verra. On verra ça. Allez, nous sommes à moins d'1 minute du départ. Départ de la 3e et ultime étape de la solitaire du Figaro. On rappelle les conditions de vent. Il y a de l'air sur le plan d'eau, c'est rassurant. Le côtier numéro 1 a été choisi, Étienne. Ouais, c'est ça. Donc ça va être super pour le public, ça va être super pour tout le monde. Et voilà, on voit par exemple Charlotte Yvain qui va être obligée de faire demi-tour, de refaire un tour parce qu'elle ne passe pas la ligne. À voir Tom Laperche aussi, qui est sur notre gauche, là on le voit plus, qui était sur la gauche, qui va peut-être devoir... Le bateau comité est au milieu, nous sommes d'accord. Hein. C'est ça, c'est le bateau qu'on voit avec les petites vagues bleues. Voilà, on a Jules Delpech aussi qui est dessous avec Orcom. Tom s'incruste dessous, on voit. Oh, c'est chaud, hein. Ouais, ça va être chaud, il a l'air d'avoir de la place, donc c'est bon pour Tom. On va écouter le comité. Bon départ. Ah ça c'est bien ça, Étienne. Hein. Ouais, c'est parfait. Ils ont bien réussi à s'assagir. Donc, Et alors quel départ, franchement, c'était à la seconde près. Hein. On aperçoit Corentin Auro, on aperçoit le bateau de Robin Marais également, que vous connaissez bien, Étienne. Ah ouais, je suis content pour lui, là, il prend un bon départ, ça va le mettre sur le bon rail. Gaston Morvan ici à l'image,
Basile Bourgnon qui a pris un bon départ. Nous avions Achille Debouche juste derrière. Davy Baudard qui a fait une très belle première étape en l'emportant. Un petit peu rentré, mais dans le match également Tom Laperche. Et puis Jules Delpech Orcom. Visiblement, tous les voiliers, à part un ou deux, sont partis sur le même bord tribord à mur. C'est ça, en fait, c'est surtout ceux qui ont du vent frais. La priorité, en fait, sur le départ, c'est vraiment d'avoir du vent frais. Donc, Oh là 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 là, qu'est-ce que le vent frais, Étienne? c'est vrai, très bonne remarque. C'est-à-dire, le vent frais, c'est quand on n'a pas on subit pas le dévent des autres bateaux. C'est énorme, en fait, le dévent. Donc l'idée, c'est d'avoir le plan d'eau pour nous et qu'il n'y ait pas un bateau devant nous qui vienne perturber le vent. Qui fasse obstacle finalement. Hein. Exactement, et c'est vraiment terrible en fait. D'un coup, ça ralentit et du coup, on est derrière déjà et en plus, on est encore plus derrière au fur et à mesure. Donc le but, c'est vraiment ce qu'a fait Tom Laperche et Davy Baudard, de virer tout de suite, même si le départ n'est pas très bon, tout de suite après le départ, c'est de virer pour venir toucher du vent frais et avoir la vitesse la plus rapide possible. Voilà, il est à l'image, Tom Laperche. Quel marin extraordinaire. Tom Laperche qui s'inscrit parmi les quelques favoris de cette 53e édition. On peut compter sur lui, sur cette troisième étape. Et on le voit, il est deuxième au général à 14 minutes et 46 secondes. Tout est possible pour le marin breton. Ah bah, c'est une évidence. Et puis Tom, il est hyper serein. Il sait vraiment ce qu'il fait. Il a une constance. Et oui, bah, c'est sûr qu'il va faire son boulot. Et on sait qu'il va bien le faire. Donc, Alors les bateaux gîtes, ça veut dire qu'il y a du vent tout de même, ça avance. Ouais, c'est ça, on a une petite dizaine de nœuds, c'est parfait, donc on va avoir un beau spectacle sur la suite. Nous sommes un peu rassurés parce qu'on annonçait hier sur le plan d'eau au moment du départ à midi, très peu de vent ou pas du tout. Eh bien c'est le contraire qui s'installe et c'est tant mieux. Pour mission, pour tous les marins, c'est d'aller rejoindre la première marque de parcours qui est à quelle distance approximativement de la ligne de départ, la pointe de Suzac? Pour être honnête, j'ai pas regardé la distance exacte, mais je pense qu'on va être à 4-5 000 en fait. Un petit peu de route quand même. Un peu de route, c'est important aussi pour le directeur de course de mettre un peu de distance parce que si jamais on resserre trop, ça devient compliqué entre tous les bateaux sont très serrés et du coup c'est pas facile à manœuvrer dedans. 5 femmes engagées sur cette course. Vous en entraînez une. Charlotte Yvain, c'est pas assez incontestablement, Étienne. C'est pas assez, mais en tout cas, on sent qu'on va dans le bon sens. Voilà, ça fait plaisir à voir et je pense qu'il faut continuer. Et nous aussi, en tant que structure, il faut qu'on soit aussi acteurs de ce changement-là. Et on a 5 femmes et en plus qui naviguent aussi très très bien. Elodie, Violette, Charlotte. Aujourd'hui, même dans des conditions qui sont plus musclées, elles répondent présentes et je pense que dans les temps à venir, on va en avoir de plus en plus aux avant-postes. La flotte qui est en train de s'ouvrir un petit peu et de s'étaler, puisque certains ont choisi le bâbord à mur, d'autres le tribord à mur. Ça va donc louvoyer, tirer des bords jusqu'à la bouée de dégagement. C'est ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la carte. Ça va pour aller à la bouée. Il y a le banc de Saint-Georges et il y a des choix en fait de coureurs qui vont aller d'un côté du banc, de l'autre côté du banc, et tout ça lié en fonction du vent, un peu qu'ils reçoivent comme information à bord. Est-ce que le courant a déjà de l'importance à ce moment précis du départ? Oui, alors après, le courant est homogène un peu pour tout le monde. Là, maintenant, c'est le choix qu'ils vont faire pour aller des endroits où il y en a plus, où il y en a moins. Ça dépend dans quel sens on veut l'avoir, évidemment. Là, ils vont chercher là où il y a le plus de courant pour être aidés à monter. Alors, ils ont l'information ou c'est une lecture du plan d'eau? Ils ont l'information à travers les ordinateurs qu'ils ont à bord sur les cartes de courant. Et après, eux, ils affinent un peu. L'information, elle est assez globale. Et en fait, eux, ils vont pouvoir affiner avec leur expérience et avec ce qu'ils voient aussi à l'extérieur. Il est 4e au classement général. Très belle performance de Benoît Mariette, le skipper de Génération Seigneuriale, qui a reçu ses partenaires cette semaine sur le village. Il était ravi. Et il s'interdit de fanfaronner parce que la route est encore longue. Mais enfin, 4e, c'est une belle position pour celui qui perdure sur la Solitaire du Figaro, qui a déjà quelques belles participations. Voilà, on a des belles images avec la grande plage de Royan derrière. Formidable station balnéaire, évidemment. On a sur la gauche de l'écran un jeune marin de la baie de Saint-Brieuc, AGA Steam Bay de Saint-Brieuc. Il s'agit de Maël Garnier qui n'a pas eu de chance sur l'étape numéro 2. Il a attrapé un filet sans le vouloir dans sa quille, 300 kg. Comment progresser dans ces conditions? C'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Moralement, c'est... Au-delà d'un filet, je crois que c'était un paquet d'algues même. Ouais. Non. Et Maël est un excellent starter et il fait vraiment des belles choses et c'est vrai que du coup, il n'est pas récompensé sur cette deuxième étape. Mais voilà, je sais qu'il va rebondir et il va tout donner sur la troisième, c'est sûr. Il est parti le couteau entre les dents, l'homme de la baie de Saint-Brieuc. Ici à l'image, nous avons Basile Bourgnon, qui n'est pas une belle surprise, on s'y attendait. Il confirme finalement tout le bien que l'on pense de lui. Il découvre la Solitaire du Figaro. Il fait partie des garçons, lorsqu'on observe la cartographie,
qui osent les choses, ils prennent des options, ils tentent des coups, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, j'ai beaucoup de plaisir à suivre aussi ces types de navigation et ils les assument. Ils les tentent, ils les assument, ils se démontent pas et c'est sûr que ça va payer. Ça va payer. Alors si vous êtes venu nous retrouver sur le site internet de la course où vous souhaitons la bienvenue, mais également sur le village de la course où nous sommes diffusés en ce moment sur l'écran plein jour. Certainement beaucoup de monde, merci d'être avec nous. Le départ a été donné à midi tout juste, ça fait donc 5 minutes. Combien de, je dirais pas beaucoup de milles nautiques, mais on va dire peut-être une demi-heure pour rejoindre la première bouée de dégagement qui est située au niveau de la pointe de Suzac, Étienne. Ouais, c'est ça, on va compter une vingtaine de minutes et on voit bien déjà il y a des choix sur la flotte, des coureurs qui sont partis à droite du plan d'eau. Donc, par exemple Jules Delpech ici là qu'on voit avec Orcom, et puis il y a quand même une majorité de flottes, on n'a pas le plan large à la vidéo, mais qui sont partis sur la gauche du plan d'eau. Donc on va voir un peu regroupement, quel a été le bon choix à venir. Voilà, et très certainement un embouteillage tout à l'heure du côté de la bouée de dégagement, parce qu'il est bon de rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas cette Solitaire du Figaro que les bateaux sont identiques. C'est un Figaro Benetton 3, donc c'est pratiquement une course à armes égales où ce sont les marins qui font la différence. Ah, c'est complètement une course à armes égales et il faut saluer aussi le travail de la classe Figaro qui a réussi à tenir l'équité de tous ces bateaux. Il y a beaucoup de contrôle de jauge, il y a beaucoup de contrôle aussi en hiver pour vraiment s'assurer régulièrement que les bateaux sont identiques et les coureurs, tout l'ensemble, tout l'écosystème joue vraiment le jeu et ça faut le saluer et c'est très très bon pour le sport. Alors, on s'entraîne à Port-la-Forêt, on s'entraîne à Lorient, on s'entraîne en Vendée et on s'entraîne à La Rochelle avec vous, Étienne Seiz. Les sorties sont régulières. Racontez-nous comment se passent les séances d'entraînement avec les marins qu'on va citer encore, que sont Robin Marais, Alexis Thomas qui porte les couleurs de la Charente-Maritime, Charlotte Yvain qui porte les couleurs de la Vendée, l'Allemand Georg Richers, Romain Richard, ce jeune marin qui découvre la Solitaire du Figaro et qui nous a confié ce matin lors de la présentation des skippers au public prendre beaucoup de plaisir. Et Kenneth Runeball, vous sortez quand? À quelle fréquence? Et où, précisément, sur le plan d'eau? Alors, ça c'est une bonne question. Enfin, il y a surtout toute une partie d'hiver où il faut vraiment que les bateaux soient prêts à naviguer. Et il y a vraiment une période de chantier. Pour certains, c'est une recherche de budget. Ça, c'est important que ça se soit bien acquis pour que la suite puisse se dérouler sereinement. Et c'est surtout à partir de janvier où on part un peu sur des blocs d'une dizaine de jours. À naviguer tous les jours pour qu'ils soient vraiment dedans. Alors après on peut varier, on varie les thèmes en fait. Soit on fait ce qu'on appelle de l'inshore à la journée où on fait des réglages de voile, on fait des manœuvres dans la baie de La Rochelle et ensuite après on est amené à programmer des parcours un peu comme ils sont amenés à faire un peu en course où là on fait un parcours qui va durer 24, 36 ou 48 heures avec des objectifs différents de travail. Alors, beau terrain de jeu au large de La Rochelle. Vous allez naviguer du côté de l'île d'Aix, le Fort Boyard. Faites-nous rêver un peu, Étienne. Bah oui, c'est ça, c'est super. On est abrité, on navigue. Exactement, hein, Serge, on va à l'île d'Aix. On fait souvent le tour de l'île de Ré, dans un sens ou dans un autre, avec le passage du pont de l'île de Ré, qui est toujours sympa. Et donc, non, c'est super chouette et on a un climat qui nous aide à pouvoir naviguer assez souvent. Alors à l'image, Basile Brognon, le skipper d'Edenred, on est à quoi? Un quart d'heure, 20 minutes approximativement de la bouée de dégagement. C'est là que nous allons faire un premier point, un premier classement qui sera officieux et non pas officiel. Ce sera le nôtre. On va le partager avec nos spectateurs qui sont ici derrière leur écran ou sur le village de la course. On a donc un petit peu de temps, nous n'allons rien manquer, mais dans l'immédiat, on vous propose un petit peu d'ambiance et surtout ce que ressentent les préparateurs, le directeur de course et même un marin qui s'appelle Nils Palmieri, la veille de départ. Ça donne quoi? On découvre le sujet tout de suite, la veille de départ. T'as un petit coup de propre, dernier détail, puis ça part demain pour la dernière étape. Oula, on est en train de cleaner les carènes tant qu'on peut, sachant qu'on n'a pas le droit de plonger ici. Il est très très cool, il fait même plein de trucs avec moi, donc c'est top. On est une vraie team, une vraie dream team. Un vrai binôme. Exactement. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire les étapes en double. Wow. Bah écoute, là on est en train de changer le GPS du bateau car il était en panne. Donc on change le GPS afin que notre skipper puisse s'orienter sur l'eau. Ça peut être important ou alors on revient aux méthodes anciennes mais plus efficaces.
Peut-être qu'Alexis Thomas, qui a des dons de chanteur, veut se produire sur scène. C'est un choix de parcours qui est lié aux conditions météorologiques. Donc quand on prépare la Solitaire du Figaro, on a plusieurs parcours alternatifs. Donc là, on a choisi le parcours 3B qui permet d'éviter le plus gros de la dépression qui est en branche atlantique et qui va beaucoup concerner la flotte sur la journée du mercredi et du jeudi. Là, ça avant la guerre. Alors pour l'instant, je suis à la 13e place du classement général, mais pour vraiment pas loin du top 10. Je crois que ça fait le 6e ou le 7e, ils sont à moins d'une heure devant, donc c'est vraiment pas loin, quoi. Tout est jouable. Oui, là, clairement, tout est jouable, et puis c'est pas... il n'y aura pas besoin de tenter un coup incroyable, enfin, il y a moyen de sur 4 jours de combler cette heure qui manque. Qu'est-ce qu'on va leur souhaiter? Qu'ils se fassent plaisir jusqu'au bout, parce que c'est un métier, mais il faut que ce soit une passion d'abord. Et puis quand on se fait plaisir, en général, on fait bien les choses. Un joli témoignage, celui du triple vainqueur de la Solitaire du Figaro, double vainqueur du Vendée Globe, Michel Desjoyaux. Pour ces marins inscrits dans la classe Figaro-Beneteau, c'est la course de l'année, hein. C'est le rendez-vous à ne surtout pas manquer. Et on l'a vu, une vraie complicité avec les préparateurs, les hommes de l'ombre qu'on met à l'honneur en ce moment, et c'est normal. C'est ça, et c'est normal, et c'est vraiment très très important, parce que c'est vraiment eux qui s'occupent de la monture, et si le bateau n'est pas prêt, il n'y a pas de course derrière, donc et c'est vraiment important. Les skippers se reposent vraiment sur ces préparateurs, ces techniciens, pour qu'ils laissent le bateau, et quand ils reviennent derrière, eux il faut qu'ils aillent dormir, hein, évidemment ils sont en dette de sommeil, et que derrière quand ils reviennent, que les bateaux soient vraiment en état pour qu'ils leur puissent reprendre, parce que ça va très vite, hein, ils arrivent jeudi, ils dorment, et ça repart dès le dimanche matin. Donc voilà, c'est vraiment un travail qu'il faut saluer et mettre en avant constamment. Ça veut dire que quand il y a victoire ou bon résultat, c'est un vrai partage entre le marin et le préparateur. Complètement. On voit bien les marins qui gagnent, ils manquent jamais de mettre leur préparateur sur l'écran, parce que c'est vraiment une cheville. Et puis c'est aussi une confiance, hein. Il y a vraiment une notion de confiance. À partir du moment où le skipper il a confiance dans son technicien, il peut laisser le bateau, il peut se concentrer vraiment sur les aspects sportifs, et du coup ça lui fait un stress en moins, et il est libéré vraiment pour se consacrer à la performance. C'est parti depuis 13 minutes, le départ de cette ultime étape de 640 000 nautiques de la 53e Solitaire du Figaro. Ça s'étale un petit peu sur le plan d'eau, hein. Certains ont choisi tribord, certains ont choisi bâbord. Qui aura raison? On va patienter encore un petit peu, puisqu'il reste un petit peu de mille quand même pour arriver à cette première marque de parcours, qui est en fait une boîte de dégagement, hein, qui est à la pointe de Suzac, et ensuite le spectacle. Pourquoi? Parce que l'on voit des spinnaker, alors que nous voyons à l'image celle qui découvre la course au large, Sally Bucker, sacrée concurrente également, qui a terminé deuxième en 40 liner sur le podium aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, et qui a connu évidemment des titres européens, qui a trusté des podiums aux championnats du monde. Elle me fait penser finalement à l'américaine qui était présente l'an dernier sur la Solitaire du Figaro, Francesca Klapschich, qui découvrait la course au large. Elle nous avait confié, alors qu'elle est dans la voile olympique, 2h du matin en mer d'Iroise à jouer avec les cailloux. Qu'est-ce que je fais ici, hein? C'est un petit peu ce qu'a déclaré Sally Bucker. Je ne sais pas où je vais, j'y vais, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Elles sont admirables, ces concurrentes, hein. Oui, non, mais ça c'est sûr, et puis elle se bat bien, et voilà, c'est sûr qu'elle découvre, hein. Les Français ont cet avantage aussi d'avoir cette culture du solitaire, ce qui n'est pas l'avantage des étrangers, mais voilà, on sent qu'il y a un frémissement aussi là de ce côté, une ouverture internationale, et c'est très bien, et là encore c'est de bonne augure pour la suite. Et voilà pourquoi existe le Vivi Trophy, qui a été mis en place par l'Irlandais, le sympathique Marcus Hutchinson, qui récompense, il ne parle pas d'étrangers, il dit qu'il récompense les non-français. J'aime bien cette appellation, Étienne. Oui, tout à fait, il a raison, et c'est très bien, c'est très bien ce que fait Marcus pour l'ensemble de la classe Figaro et de la Solitaire du Figaro. Voilà, on va découvrir à nouveau le parcours côtier, ça va nous permettre d'avoir une petite idée. Je pense qu'ils sont à mi-chemin, hein, entre la ligne de départ que l'on découvre, hein, sur la fenêtre qui s'ouvre, qui est au centre de l'image,
et la bouée orange qui est en bas de l'image, qui est la bouée de dégagement. Donc ils sont à peu près à mi-chemin. On a un quart d'heure de course, il nous reste quoi, une dizaine de minutes. Et ensuite, on aura l'envoi des spinnaker. Alors, un très long bord sous spi avant de quitter véritablement le littoral de la Charente-Maritime avec une marque qui s'appelle la Pointe du Chet, qui est à considérer finalement comme une bouée spectacle, hein, histoire de saluer les spectateurs qui, on a eu l'information tout à l'heure, sont particulièrement nombreux dans cette zone. Vous connaissez le coin de Royan ou c'est uniquement La Rochelle, vous, mon cher Étienne? Alors non, j'envoie les skippers, je mets des bouées un peu à l'entrée de Royan, mais nous on n'est jamais venu ici au port de Royan, donc non, c'est pas une zone que je connais très bien, et c'est sûr que du coup les marques à la Pointe du Chet va marquer en fait la fin du parcours technique et va lancer vraiment la grande course au large, et du coup dire au revoir à Royan et surtout les remercier pour cette étape qui était vraiment super sympa. Ah bah, il y a eu énormément de monde, une clientèle, un public intéressant, parce qu'un public intéressé. Et nous saluons encore une fois la CARA, qui est la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique, la ville de Royan et évidemment le département de la Charente-Maritime, qui se sont associés et regroupés pour que la Solitaire du Figaro puisse venir ici à Royan. C'était la première fois. C'est incroyable. On sait que la course a été créée en 1970, qu'elle s'appelait la course de l'horreur. La première fois en Charente-Maritime, c'était en 1984. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était Christophe Cudenec qui avait remporté l'étape à l'époque. La dernière fois, 2016, avec Johan Richaume. Et nous voici à Royan. On va quitter Royan à regret, mais la compétition prend le dessus. Direction la Loire-Atlantique et plus particulièrement le port de Saint-Nazaire, 640 000 nautiques. On rappelle le parcours, alors qu'ils vont passer non loin du célèbre phare des rois, ou le roi des phares, le phare de Corlouan, inscrit à l'UNESCO, hein, mais c'est récent, hein. Il y a un an ou deux. Ensuite, Arcachon, une marque à virer, puis un premier segment du côté des îles Farallones ou Farallone, au nord de l'Espagne, et puis ce grand segment, direction Saint-Nazaire, où on le rappelle, pour les personnes qui viennent nous retrouver en direct, il y aura peut-être bien beaucoup de mer et pas mal de vent. On annonce des rafales à 35 nœuds, c'était pas rien. Hein. Ouais, c'est ça, hein, ça va être une grosse section et c'est aussi la houle surtout. Hein, on a quand même 3 mètres de houle avec des creux assez serrés, donc ouais, il va y avoir du sport là, c'est une grande descente. Et on a Laurent Bourguès ici, Laurent Bourguès qui a beaucoup navigué évidemment, mais qui découvre cette Solitaire du Figaro avec un voilier jaune et bleu uni pour l'Ukraine. Un joli message. Laurent Bourguès qui a fait une belle première étape, qui nous a confié ce matin prendre beaucoup de plaisir malgré la difficulté de cette épreuve. Et hier matin, nous avions Michel Desjoyaux sur le village, dédicace sur le stand du partenaire principal Paprec, qui a déclaré à qui voulait bien l'entendre: j'ai remporté la Transat anglaise, j'ai remporté la Jacques Vabre, j'ai remporté la Route du Rhum, 2 fois le Vendée Globe, 3 fois la Solitaire du Figaro. Et il a la certitude que l'épreuve la plus dure, course au large en solitaire, c'est la Solitaire du Figaro. C'est Michel Desjoyaux qui le dit, on peut lui apporter un certain crédit et donc le croire, non Étienne? Ouais, je crois qu'on peut lui apporter un certain crédit. Et c'est sûr qu'elle est éreintante pour ça, parce que le fait que les bateaux soient identiques, ça se joue vraiment sur des détails et on ne peut jamais se reposer. Et il y a aussi et du coup les écarts visuels en fait sont très réduits. Donc même si à un moment donné vous faites le break, vous prenez l'avantage sur la flotte, vous pouvez jamais vous relâcher parce que vous savez que derrière il y a quasiment une trentaine de bateaux qui sont là et qui attendent qu'une chose, c'est que vous fassiez une erreur, et du coup ça vous met une pression permanente et ça vous repousse les limites du sommeil, de l'investissement. Et c'est en ça qu'elle fait qu'elle est très très dure et qu'elle est très chouette aussi. Et finalement elle a cette forme un peu d'addiction. Moi j'ai des coureurs qui n'arrivent pas à passer à autre chose presque parce qu'ils sont addicts de cette course par ces investissements et par cette capacité de se remettre en question de manière permanente. On a vu à l'image tout à l'heure Suzanne Baker, que l'on surnomme Sunny Baker. Alors, Michel Desjoyaux expliquez, pardon. Dans le paquet, on va voir les favoris, le paquet de tête. Au milieu, ceux qui sont déjà habitués à cette solitaire, et puis un dernier paquet, c'est pas péjoratif, hein, ceux qui auront pris un petit peu de retard, qui découvrent la course, qui iront jusqu'au bout du bout, reculant l'échéance du sommeil, d'un seul coup on tombe, et là on perd beaucoup de temps. Et ceux qui sont en tête se disent, voilà, moi j'ai choisi les plages de repos parce que je pense que c'est le bon moment. Donc j'engrange déjà du repos, et ça c'est important, c'est payant pour la suite finalement.
On anticipe. C'est comme boire avant d'avoir soif ou manger avant d'avoir faim. C'est la même chose. Exactement. Ou même moi, ce que je leur dis un peu, c'est charger une batterie. C'est pareil. Il ne faut pas attendre qu'elle soit complètement vide pour la recharger. Et il faut qu'ils le gèrent très tôt. Et du coup, il y a cette adrénaline un peu du départ. Il y a des copains un peu partout. Et on a vraiment envie de pas aller dormir. Ça, c'est sûr qu'au tout début, on est vraiment dans un état d'excitation. Donc c'est là où il faut être capable de dire, ok, là, il n'y a rien à jouer. On sait que le pilote automatique, il travaille bien, il barre bien. Et il faut vraiment prendre le temps, même si on ne dort pas, d'aller se reposer, déjà de couper un peu, parce qu'il faut penser sur le long terme. Il y a 4 jours de mer à venir. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas, comme on dit dans le jargon, il ne faut pas cramer ses cartouches tout de suite, parce que c'est aussi à la fin où il se passe beaucoup de choses et on peut perdre beaucoup. Et dans ce long segment entre l'île Farellonnes et Saint-Nazaire, avec la mer, avec beaucoup de vent, ils pourront se reposer, oui ou non ? Ça va être compliqué là tout de même, non ? Ouais, moi mon avis c'est sûr que non. Donc quand ils arrivent là-haut un peu, il faut qu'ils aient préparé un peu le bateau, même manger, boire, qu'ils aient ramené un peu tout au poste de bar. Parce qu'à partir du moment où on va envoyer le spi et le bateau va décoller à faire des pointes à plus de 20 nœuds et à taper dans la houle, ils vont pas... C'était le cas entre Eddystone et la Pointe Bretonne sur l'étape numéro 2. Hein. Exactement, ils ont déjà eu un petit aperçu et que c'est ce qu'on appelle un peu un bord de sanglier où voilà, là il faut ramener la nourriture avec soi, on peut plus aller à l'intérieur du bateau aisément et que c'est parti et le bateau est lancé à plus de 20 nœuds, donc on s'arrête plus, quoi. Elle est belle cette image avec le malouin Arthur Hubert, mon atoutenergie.fr. Juste devant on a ce jeune Maël Garnier, Team B de Saint-Brieuc. On a un massif, je crois que c'est Erwan Le Draoulec qui est ici. Derrière Elodie Monafous, Benoît Mariette, au premier plan Robin Marais. Un petit mot sur Robin, c'est un charmant garçon, c'est un marin qui en veut, qu'aime cette course, la solitaire du Figaro. Ouais, il aime ça et c'est un excellent marin, Robin a vraiment d'excellentes qualités de marin et là je suis content pour lui, il a pris déjà un très bon départ et il a l'air de concrétiser, il a une très bonne vitesse, alors il manque de réussite sur ses options, mais voilà, c'est aussi pour ça qu'il revient, parce qu'il a besoin d'apprendre encore et je suis sûr que pour lui ça va marcher d'ici peu. Étienne, on parle des feuilles, parce que ça, les gens nous ont posé la question sur le village de la solitaire du Figaro, je rappelle, nous avions des visiteurs très intéressés, très curieux. Est-ce que ces feuilles-là, comme on peut en trouver sur les IMOCA, encore est-il qu'ils n'ont pas la même forme, servent à faire voler le bateau ou ont toute autre fonction ? Racontez-nous, Étienne. Alors, ils ont une toute autre fonction. En fait, c'est pour empêcher que le bateau il gîte de trop. Gîte, c'est quoi ? C'est quand il penche. On voit le bateau qui penche. Et en fait, c'est comme si on avait un bras sous le vent du bateau où le bateau il vient s'appuyer sur le feuille pour empêcher de trop pencher, en fait, tout simplement. Alors pour les techniciens, on a remplacé le ballast avec ce feuille-là, justement, pour faire un appui. Alors les ballasts, c'était faire passer de l'eau d'un bord à l'autre. C'est ça, on mettait de l'eau dans le bateau d'un côté ou d'un autre pour empêcher que le bateau il gîte, enfin il se penche de trop. Et le feuille, en fait, il remplace un peu ce système. Et à haute vitesse, quand le feuille va vraiment le bateau va très très vite. Alors on va pas dire qu'il vole, mais en tout cas il allège un peu le bateau, il allège un peu le nez du bateau et ça le rend un peu plus aérien. Bon, on va jeter un petit coup d'œil sur la cartographie, qui est peut-être pas fortement actualisée. Encore est-il qu'on n'a pas le bon horaire, donc on va réactualiser tout ça et on va donc découvrir la flotte qui, de mon point de vue, ne va pas tarder à s'approcher de la bouée de dégagement, Étienne 16. Ouais, tout à fait. On voit là, en fait, les bateaux qu'on voit en face de nous dans notre axe, ils ont l'air de passer devant. Le groupe qui est plus en arrière, donc ce que nous on appelle le groupe de gauche a l'air de passer en tête, c'est-à-dire que peut-être qu'il y avait plus de vent, plus de courant favorable sur la gauche du plan d'eau, et ce qui a donné à ce groupe-là un avantage et ils ont l'air de passer en tête, en tout cas de croiser devant. Alors, cette marque orange, parce qu'il s'agit bien d'une bouée orange qui a été positionnée par la régie mer, est située à la pointe de Suzac. On va peut-être bien l'apercevoir d'ici quelques instants avec un plan de caméra. Soit d'un cadreur ou de l'autre, et ce sera donc cette marque à respecter en premier. Ça veut dire qu'en approche, on va expliquer ce qui se passe à bord des voiliers, en approche de cette marque de parcours, les marins se déplacent sur le bateau et préparent le spinnaker. C'est ça, c'est aussi tout l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, il faut être capable de dire ok, j'abandonne les concurrents, j'abandonne les petites stratégies de dernière minute, et je vais aller à l'intérieur du bateau, sortir le spi, le mettre à poste, le préparer, pour pouvoir faire un envoi dans de bonnes conditions, parce que si c'est pour passer en tête et pas être prêt à faire envoyer le spi, du coup c'est du temps de perdu. Donc c'est vraiment une gestion du tiens, ça y est, on la voit la bouée, les premiers vont. Je pense que Corentin Moreau est plutôt bien placé avec la mutuelle bleue. On aperçoit Tom Dolan aussi, Smurfy de Kappa qui doit être qui va passer je pense dans les 3 premiers. On va faire notre pointage, Étienne, à nous.
Allez, eh bien, alors quelques bords à tirer évidemment pour rejoindre cette marque qui est à laisser sur bâbord, donc sur leur gauche. Hein. Tout à fait, c'est ça, Serge. On a Charlotte Yvain aussi sur Team Vendée Formation qui n'a pas l'air d'être très loin. Donc voilà, ça va être, on va voir ça d'ici quelques minutes. Donc, ça marche, ils sont en approche à quoi? Centaines de mètres approximativement. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Et sachant qu'il y en a peut-être aussi qu'on voit pas sur la droite de l'écran qui vont arriver un peu au dernier moment. Donc c'est. Il va falloir attendre un tout petit peu et ça va. C'est un bord de près qui a été assez rapide, donc il y a de l'air sur le plan d'eau. Hein. Il y a de l'air, ouais, tout à fait, il y a de l'air et le plan d'eau est plat, donc ils sont peu ralentis. Et donc, non, c'est parfait. Qui c'est qu'on voit arriver? Demande si on n'a pas un Gaston Morvan qui est dans le secteur. On va voir. On a Charlotte Yvain, effectivement. Puis un bateau qui est ce qu'on appelle en lay-line, hein, qui est en ligne directe sur cette marque orange, la première bouée. C'est ça, et du coup il faut prendre en compte aussi le courant, hein, le courant en fait va modifier la trajectoire de la leyline. Donc ça c'est vraiment une donnée à prendre en compte parce qu'il ne faut pas toucher la bouée, hein. On le rappelle, s'ils touchent la bouée ils doivent effectuer une pénalité. Donc voilà, on a le premier concurrent qui va arriver et voilà, on a Corentin Henro sur la droite de l'écran, la mutuelle bleue, qui va passer premier ou deuxième, sachant que le bateau qui vient vers nous est prioritaire puisqu'il est tribord à mur. Et c'est Romain Richard, donc c'est un ça c'est une belle surprise, c'est bon, hein, un bisu. Hein. Ah oui, bah oui, Étienne l'entraîne. Ouais, pas surpris du tout alors. Non, c'est un excellent tacticien et il est très serein dans ces genres de moments et je suis très très content pour lui. Voilà, ça va lui faire du bien au moral aussi parce qu'il n'a pas eu beaucoup de réussite. Et puis il est jeune, hein, il découvre le large, Romain. Il est sympa, ça ne gâte rien. Il est super sympa et voilà, dans ce type de conditions, je sais qu'il est redoutable. Et je suis très content et pour lui et pour nous tous au sein du groupe. Et Charlotte va passer dans les 4 ou 5... Attends, on va pas oublier Corentin Henro qui est deuxième quand même. Ensuite, je crois qu'on a le bateau. On a un bateau de la Bretagne, c'est ça, non? Pas sûr, Pep Costa peut-être, on va voir. On a Pep Costa qui est en 3e position, voilà, sur le bateau Terravia. Le catalan hein, de Barcelone, en 99. Allez, c'est enroulé. Ici, on a Alexis Thomas de la Charente-Maritime. Il avait décidé de faire fort hein, face à Royan. Il est chez lui, Alexis. Hein. Tout à fait, il est chez lui, tout comme Violette d'Orange. Donc là, on voit Alexis, il est un peu au-dessus de la bouée. Il a pris un peu ce qu'on appelle dans le jargon, il est un peu gras, il est un peu... Pardon? C'est un peu gras. Hein, c'est vraiment spécifique. Voilà, et ensuite on a Tom Dolan, Smurfit, Kappa Kingspan. Là, ça va être l'embouteillage. Hein. Allez, on fait le pointage. Romain Richard en tête devant Corentin Henro. Pep Costa, Alexis Thomas, pas sûr. On va voir, on va vérifier ça dans un instant. Ça va être Tom Dolan, l'Irlandais de Concarneau. Charlotte ou Tom, on va voilà. Je te laisse arbitrer, Serge, parce que moi je suis pas objectif. Hein. Ouais, moi je suis pas arbitre, donc on va dire Charlotte Yvain. Allez, Charlotte Yvain à l'intérieur. Et il y a Guillaume Pirouel. Hein, Et Guillaume Pirouel qui est déjà là. Ce diable de Normand, Guillaume Pirouel. Ouais, il assume son statut, hein, il tremble pas et on sait qu'on va pouvoir compter sur lui jusqu'à la ligne d'arrivée. En règle générale, un Normand ne tremble jamais, hein, Étienne. C'est ça. Les Léopards de la région Normandie, Guillaume Pirouel qui est dans le match. Ici, on a Robin Follin qui porte les couleurs de la baie de Saint-Brieuc, territoire d'exception. Baie de Saint-Brieuc, baie de Saint-Tropez, il ne va pas m'en vouloir. Baie de Saint-Tropez, territoire d'exception. Robin Follin, on a Gaston Morvan et ici on a Jorg Richards qui est bien aussi, hein, Jorg. Hein. Je suis content pour lui, il n'est pas réputé pour être un starter comme on dit sur les départs, mais là il est aux avant-postes, je suis content pour lui. On a Robin Follin et Alexis Thomas qui va passer juste derrière. Voilà, ça alors, Robin Follin, c'est bien la baie de Saint-Tropez. Alexis Thomas qui est ici, voilà. Sympathique marin, très populaire ici à Royan, il était encouragé. Hein. Et puis les premiers spies sont déjà envoyés, on a aperçu tout à l'heure Corentin Henro. Hein. Ah, c'est ça, devant c'est parti, voilà, on voit Guillaume Pirouel, le spie rouge. Voilà, Tom Laperche là, qui vient de passer. Il n'y a pas beaucoup d'écart, hein, c'est vraiment très serré. Là on a Philippe Hartz, le bateau de la Marine nationale, qui va passer aussi la marque. Et voilà, donc on voit les spies qui commencent à fleurir. Et là encore, il y a des options qui vont se rouvrir. On a des bateaux qui vont partir à droite, à gauche. Et du coup, on va... Sur la prochaine bouée, il y aura eu du mouvement et du changement, là aussi, c'est sûr. C'est physique, il y a du sport, il y a du boulot sur un bateau en permanence. On le voit avec Philippe Hartz. Hein. Ouais, toujours, ça s'arrête jamais. Et même quand il n'y a pas de boulot, il faut faire un peu le ménage à bord du bateau. Donc ça s'arrête jamais tout le temps. Là, on a Achille debout, derrière, on a Violette d'Orange qui arrive à la marque. Voilà, et Violette aussi, qui est de Charente-Maritime, hein, qui est pas loin d'ici. Hein, et voilà, qui passe sa marque. Voilà, Benoît Mariette qui est en approche également.
C'est ça, donc juste on voit bien que c'est plutôt les gens de la gauche du plan d'eau qui sont passés et ceux qui sont à droite qui passent un peu plus derrière. Ceux qu'on a vus un peu nous au début, on les a pas vus aux avant-postes, voilà, donc on sait que c'est sur la gauche qui passait le... Alors Étienne, la route est longue évidemment, rien n'est fait, mais il y a déjà quelques écarts. Hein. C'est ça, il y a des fois il y a plus d'écart sur des petits parcours que sur des parcours de 4 jours, c'est assez drôle d'ailleurs. Et oui, ça fait des petits écarts, alors forcément il ne faut pas s'énerver, hein, même si un leader passe dans les... Pardon, Gaston Morvan et Pierce Coppam, l'Écossais, Voile des Anges, formidable marin, le doyen de la course, 60 ans. Ah ouais, et extraordinaire, Pierce, c'est vraiment un marin, il aime être en mer, il fait l'unanimité, il partage sa passion, il partage son envie, et voilà, c'est des gens qui sont très importants pour moi dans la course au large, ils font beaucoup de bien aussi dans le... Voilà. Nils Palmieri, le skipper de Teamwork. Derrière, on a Elodie Bonafous, skipper de Keguiner, la vie en rose. Basile Bourion. Voilà, bien, les derniers voiliers arrivent ici à la boîte de dégagement. Ouais, Basile qui a failli toucher la bouée et on voit au dernier moment il a réussi à faire une petite manœuvre pour éviter de toucher et il l'a bien géré parce que s'il touche la bouée, on le rappelle, il faut qu'il se fasse derrière un 360 pour réparer son erreur. Un tour sur lui-même quoi. Exactement, et du coup il perd du temps encore, donc voilà, il a très très bien géré Basile. Alors ici on a le passage d'Alan Roberts, 6-4 services, Laurent Bourguès, uni pour l'Ukraine. Derrière, on va découvrir, c'est la voie Lorcom, c'est Jules Delpech, me semble-t-il. Mais il y en a un qui est au milieu. On va peut-être le voir sur un autre plan. On va découvrir ça. Vous voyez, il y a du monde, hein, c'est chouette, c'est la pointe du Suzac, ça. Ouais, tout à fait, il y a du monde à la pointe, c'est cool. Vraiment, le public royannais a vraiment été... a répondu présent, donc c'était vraiment une super étape. Benoît Mariette, Génération Sénoriale, voilà. Et puis derrière, on a un massif qui doit être Erwan Le Draoulec. Il y a un massif bleu, un massif vert. Le bleu, c'est Béréard. Là, oui, c'est Erwan Le Draoulec. Avec voilà, Erwan qui est en train de passer et Jules Delpech qui passe derrière. On a un deuxième massif qui va arriver. On voit bien qu'il y a beaucoup moins de vent au passage de la bouée. On voit bien qu'il y a du courant aussi. Hein. En fait, le courant, il ralentit énormément les bateaux pour passer. Et... Sous Spinnaker, on envoie le SPI chez Laurent Bourguès sur le voilier uni pour l'Ukraine. C'est un joli spectacle, hein, les Figaro Beneteau 3 sous Spinnaker. Ouais, c'est ça part un peu dans tous les sens. C'est sûr que ça fait une voile assez volumineuse en plus sur le plan d'eau. Et ça croise. Et, Fred Dutil qui vient de passer, Frédéric Dutil. Très déçu de l'étape numéro 2, Fred. Hein. Ouais, Fred, il a eu pas beaucoup de réussite malheureusement. Et il y a eu un casier aussi sur la route, donc tout ça, ça aide pas. Et, voilà. Il a confié 13e participation. J'ai connu la pire étape de solitaire du Figaro de ma vie. C'est terrible ça. Ouais, c'est assez terrible quand on sait tout ce qu'il a vécu. Après, on oublie, hein, en fait, il y a ça aussi. Donc, il est capable de revenir, Fred, je le sais, il a la passion. C'est vraiment un passionné de cette étape, de la course, de la régate. Et je pense qu'il faut saluer aussi. Et puis, c'est aussi un excellent voilier. Hein. Oui, capable du meilleur sur cette 3e étape. Tiens, on découvre le boulot qu'il y a à faire sur un bateau avec Elodie Bonafous. On explique ce qui se passe là ? C'est ça, donc là Elodie, elle prépare en fait déjà sa manœuvre suivante, c'est-à-dire que quand on va, nous on dit on envoie un spi, on va dans un bon sens et là elle va préparer son empannage. Donc par exemple il peut y avoir un bout qui est quoi ? Voilà, c'est ça, là elle va tourner en fait son empannage, un jibe où elle va en fait changer le spi, elle va le mettre de l'autre côté du bateau et donc du coup c'est une manœuvre qui se prépare. Ce qu'on se rend pas compte nous jamais, c'est à l'intérieur du bateau, il y a des bouts de partout, le bateau c'est la configuration du bateau qui fait ça. Et il y a de la ficelle de partout, on met le pied dessus, on est assis dessus et du coup il y a toute ce qu'on appelle le rangement qui est très important parce qu'il faut arriver à cleaner un peu ce bateau pour que on fasse pas d'erreur. Parce que par exemple au moment où on va faire une manœuvre et si on a le pied sur un bout, la voile elle va pas comme on a envie que ça aille et c'est là où peut arriver les premières erreurs. Il y a des blessures. Connor Fogerty a abandonné à cause d'un bout sur la première étape. Ici à l'image, la populaire Violette d'Orange. Hein. Bateau Devenir. Hein. Exactement, Violette qui fait une très très belle solitaire. On avait vu que 10e au général et c'est vraiment tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant était très bien fait et je pense qu'elle va faire une belle solitaire et on est content pour elle parce qu'elle a vraiment travaillé pour et ça paye aujourd'hui. Étienne, à qui rien n'échappe, quelle vitesse on a en ce moment sur les voiliers sur le plan d'eau là, ça progresse à quelle vitesse avec l'air qu'il y a ? Il y a de l'air hein, tout de même. Hein. Il n'y a pas tant d'air que ça. Là, Pardon, les spis sont bien gonflés, Étienne. Les spis sont bien gonflés, mais on a des bateaux qui sont à 5-6 nœuds. Là, on voit ceux qui sont encore à la bouée au vent, ils avancent vraiment pas vite. Et je pense qu'ils reprennent de l'air, ils reprennent du vent un peu plus bas du plan d'eau, donc ils vont accélérer à 6-7 nœuds.
Alors, Pointe-du-Cher, dans combien de temps? Une dizaine de minutes, un quart d'heure peut-être? Approximativement, je vous demande pas l'impossible, mais on fait une idée. Une vingtaine de minutes, ouais. Ouais, faut compter une vingtaine de minutes. Un petit mot, on découvre sur la droite le bateau média, important, parce que c'est grâce à ce bateau média que nous avons notamment des images, c'est le trimaran de Bob Escoffier, qui connaît bien la solitaire du Figaro. Voilà, à bord duquel on a un cadreur, on a un monteur d'image, on a un photographe officiel. Voilà, c'est le bateau média. Et puis on a un journaliste qui s'appelle Serge Messager. Le spectacle est magnifique. Nous sommes, on vous le rappelle, sur la côte de Beauté, au large de Royan, commune de 18 000 habitants qui a accueilli la solitaire du Figaro, l'arrivée de la 2e étape et le départ de la 3e. Et les bateaux sont partis maintenant depuis 35 minutes. C'est la côte sauvage ici, ce sont des forêts de pins, ce sont des jolies plages et Royan, c'est un patrimoine de la belle époque, c'est absolument superbe. Il y a eu beaucoup de monde sur le village, et on vient de s'en apercevoir du côté de la pointe de Suzac, des spectateurs étaient présents au rendez-vous, Étienne 16. Ouais, c'est super, hein, c'est un super accueil pour le public de la Charente-Maritime et ça fait chaud au cœur et pour les skippers c'est vraiment important. Et comme tu disais tout à l'heure Serge, il y a eu un intérêt du public, il y a eu un intérêt pour l'activité, donc ça donne envie de revenir en fait. Oui, complètement. Et visiblement, les organisateurs, ceux qui nous ont permis d'être ici, sont enthousiastes. Parce qu'on a eu des visiteurs, je me répète, il vaut mieux se répéter que se contredire, très intéressants parce que très intéressés. Notre ami Fabien Samour, qui excelle sur le stand de la solitaire du Figaro, nous a déclaré: je n'ai jamais eu autant de questions bien ciblées sur la vitesse du bateau, sur la préparation des marins, sur le parcours et en règle générale sur l'histoire de cette solitaire du Figaro qui passionne le monde de la course au large en tous les cas. À l'image, nous avons Chloé Lebars, belle navigatrice qui a remporté la sélection Crédit et Mutuelle de Bretagne Océane. Nous avons aperçu Arthur Hubert. Puis voilà, celui qui est en tête au classement général en ce moment, Guillaume Pirouel, qui regarde autour de lui. Quel marin, Guillaume Pirouel, le skipper de la région Normandie, Étienne. Guillaume, il fait une prestation remarquable. Et là, on le voit encore, hein, il est très concentré, il sait vraiment ce qu'il a à faire et il va rien lâcher. Et ça va être un beau final entre les 3-4 premiers là. Et puis il y a encore du monde derrière et Nils Palmieri le disait très bien, hein, là faut enterrer personne et il peut se passer encore beaucoup de choses. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la première partie de la course au large dans le golfe de Gascogne, il y a beaucoup de zones de transition où il y a des écarts qui peuvent être faits et des grands écarts très rapidement. Mais il l'a dit ce matin lors de la présentation des skippers au public, le matelas n'est pas assez épais pour avoir le confort nécessaire à se dire ça y est, c'est gagné. C'est jamais gagné évidemment. 14 minutes d'avance sur Tom Laperche. Pensez bien qu'il va falloir, selon l'expression qui est une expression marine, veiller au grain. Alors là, tout à fait, veiller au grain, au propre comme au figuré, Serge. Alors là, c'est pour expliquer un peu aux personnes, quand on a vu Guillaume descendre à l'intérieur du bateau, c'est aussi une grande part de stratégie que font les skippers. Donc c'est vraiment là où on compte sur le pilote automatique. Ils descendent à l'intérieur où ils ont l'ordinateur avec une cartographie, c'est un peu comme un GPS, et du coup ils essayent de regarder où ils en sont par rapport au parcours. C'est vraiment un outil indispensable pour faire une bonne stratégie, et c'est à partir de ce qu'ils voient dans l'ordinateur, ils vont se dire voilà, à tel moment je vais faire une manœuvre, je vais changer de sens pour aller vers la bouée. Faut savoir tout faire sur un voilier alors, faut être polyvalent. C'est la magie de la voile et c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, c'est tout faire, c'est de l'ordinateur, c'est l'électronique, qui peuvent être amenés à réparer un moteur. On a vu des gens qui réparaient des voiles aussi à bord avec du fil et une aiguille, donc c'est vraiment la polyvalence de la voile qui est vraiment intéressante et passionnante et qui fait que moi personnellement je suis dans ce métier pour ces raisons-là. Alors moi je précise toujours, lorsqu'un consultant dit parle de moteur, il s'agit d'une course de voile, on est bien d'accord, et que le moteur ne sert pas à la propulsion à faire avancer le navire. Ah, pas du tout, tu fais bien de me le rappeler, Serge, c'est important. Non, pas du tout. Le moteur peut être amené à tourner, mais il ne fait pas tourner l'hélice parce que l'hélice, elle est plombée, elle est verrouillée par un plomb, donc elle ne peut pas tourner. Par contre, le moteur peut tourner pour créer de l'énergie, pour alimenter les batteries et donc le pilote automatique. Et à l'avenir, on sent aussi de ce côté-là, dans le nautisme, que
peut-être que le moteur, c'est bientôt la fin aussi du moteur dit thermique et qu'on a beaucoup de solutions écologiques qui sont en train de... C'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre des panneaux solaires par exemple, non? Alors il y a le panneau solaire mais qui va pas suffire parce que s'il pleut pendant 4 jours, là, on va avoir des problèmes. Mais le panneau solaire est un excellent complément. On a l'hydrogénérateur aussi, qui c'est une turbine en fait qui tourne dans l'eau. Et puis on va avoir aussi des moteurs à hydrogène. Voilà, je pense que l'avenir va être là-dessus et c'est très bien. Et je sais que le nautisme va prendre le virage aussi très rapidement. Eh bien, mon cher Étienne, sur la cartographie, nous avons en tête visiblement la région Normandie, hein, si je ne me trompe. On va vérifier ça, on ne va pas s'emballer. Mais il est pas mal placé, région Normandie. On a même Tom Laperche qui est pas mal placé également. Vous voyez, on vient de remarquer le passage de cette bouée qui est à la pointe de Suzac. On a région Normandie qui est bien placée. On a Tom Laperche et puis c'est parti aussi du côté gauche avec Pep Costa qu'on a vu tout à l'heure. Et même Corentin Euro Mutuelle Bleue. Ceux qui ont respecté pratiquement en tête cette boîte de dégagement. Mais en tête, on avait Robin Richard. Il ne faut pas l'oublier et le saluer évidemment. On ne va pas oublier Robin. Et alors ça, c'est à l'attention aussi du public. C'est qu'il faut faire attention sur les cartographies à très courte échelle. C'est-à-dire sur les bords de dégagement comme ça. Même s'il y a eu beaucoup de progrès faits, le classement n'est pas toujours révélateur de l'instant. Et c'est vraiment... Nous, on attend vraiment le passage à la bouée. C'est vraiment là l'arbitrage, entre guillemets, pour savoir quel a été le bon bord. Et même nous, visuellement, sur l'eau, aux entraînements, avec un peu de distance. Et c'est des bateaux aussi qui vont... si on met quelques degrés sur le bateau, il peut accélérer très vite. C'est la vraie différence avec le Figaro Beneteau 2. 10 degrés d'angle ou 20 degrés, et ça accélère d'un seul coup. Alors qu'à l'image, nous avons Alan Robert. C'est vrai que c'est un vrai différentiel, c'est un vrai changement, ça. Hein. Ouais. Ça permet donc de prendre des options qu'on ne pouvait pas faire à l'époque du Figaro Beneteau 2, peut-être. Complètement. On a une course qui n'est plus du tout la même. Et moi, en tant que spectateur... je trouve vraiment très intéressant le bateau parce que ça ouvre le jeu et ça permet d'avoir beaucoup plus d'options. On a beaucoup plus de gens qui vont attaquer et du coup ça nous rend plus addicts à la cartographie, donc c'est super. Le problème c'est qu'on dort plus, quoi. Hein. C'est un peu le problème, mais bon. En même temps, nous sommes passionnés. Je crois que c'est Alan Roberts que nous avons ici à l'image, quel marin expérimenté également, qui est un petit peu déçu de son édition de Solitaire du Figaro. Il était bien dans sa tête au départ de Nantes, totalement libéré. Il a même changé la couleur du bateau en se disant, tiens, on change un petit peu les choses. Je repars avec une nouvelle page et bon, il fait une très belle performance, mais il visait un autre classement visiblement. Mais on va rappeler que la course n'est pas tout à fait terminée. Là, ici, à l'image, nous avons Loïs Béréard, le skipper massif 2022 avec ce Spinnaker bleu. Voilà, ça c'est beau pour le spectacle. Et sur la droite, nous avons Basile Bourgnon, le skipper d'Edenred, juste devant l'autre massif skippé par Erwan Ledraoulec, qui est un bourguignon. Exactement. Comme quoi on peut être bon navigateur et être né en Bourgogne. Hein. Ah ouais, tout à fait. Et je crois que moi je suis un peu dans ce cas-là parce que je viens de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Mais disons que si on traverse la France, c'est pour les bonnes raisons et la motivation. On sait que la motivation est là, donc. Il y a beaucoup de marins, hein, on ne sait pas trop, mais il y a beaucoup de marins qui viennent des régions... Robin Marais, par exemple, c'est un skipper Rhône-Alpes aussi. En fait, il y a beaucoup de marins qui viennent de la terre, et parce que s'ils viennent au bord de mer, on sait qu'ils sont motivés et on sait que ça va marcher. C'est-à-dire que pour faire des navigations tourières, il vaut mieux venir au bord de mer, parce qu'à Bourg-en-Bresse, ça paraît compliqué quand même. C'est assez compliqué. On a Nils Palméry aussi, hein, qui vient du lac Léman. Oh, il y a des bons navigateurs en Suisse, hein. On se souvient des Bourrions, hein. Des frères Ravussin également et d'autres encore. Ah ouais, non, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent de l'intérieur des terres en fait et qui réussissent sur la course au large. AGA Steam B de Saint-Brieuc, c'est ce jeune marin que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est Maël Garnier. Donc voilà, la flotte est assez dispersée, hein. Et encore une fois, tout le monde va se regrouper tout à l'heure, hein, à la dernière marque de parcours du côtier. C'est la Pointe du Chet. C'est la bouée spectacle, Étienne. Tout à fait, c'est la bouée spectacle. Une dernière manœuvre, un dernier regroupement avant cette fois, je dirais, la libération, le départ au large en fait, et passer un peu sur une section plus hauturière. Et là, les bateaux vont pouvoir s'écarter un peu des uns des autres pour avoir du vent frais. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est d'avoir du vent sans être gêné par un concurrent, parce qu'une voile en fait énormément de remous. Ça brasse énormément d'air et cette perturbation d'air en fait traîne beaucoup derrière. Juste pour donner, par exemple, sur l'Arbus A380, on sait que les avions ne peuvent pas atterrir derrière pendant quasiment un quart d'heure parce qu'il y a des mouvements d'air. Turbulence, quoi. Turbulence. Et c'est exactement la même chose avec une voile de bateau, un spinnaker. Ça crée énormément de turbulence, donc il faut ne pas se mettre derrière. Bien fait de venir, Étienne. On apprend des choses ce midi, là. Bah, c'est aussi mon métier. Hein, donc,
Oui, mais enfin, merci quand même. Bon. À l'image, nous avons Loïs Béréen, le skipper massif 2022. On n'est peut-être pas loin de cette marque de parcours, la Bouée Spectacle. Ça fait déjà 44 minutes que le départ a été donné. On le rappelle pour ceux qui viennent nous retrouver. Il y a eu un bon départ pour tout le monde. Oh, que se passe-t-il avec Basile Bourgnon là? Oh, rien de grave, hein, c'est un empannage, donc on dit un jibe, un empannage. En tout cas, il change d'amure, il va passer de l'autre côté, Basile. Alors c'est pas un empannage parfaitement réussi, hein, bon, c'est pas très grave, mais on voit bien que le spi va commencer à se regonfler. Et c'est vrai que l'empannage parfait, c'est quand le spi se regonfle tout de suite après et il n'y a pas de problème. Mais c'est pas quelque chose de très grave, c'est quelques secondes de perdu et sur une échelle de course comme ça, voilà, c'est pas. Il peut arriver que l'on aperçoive un nœud au milieu du spi, et on appelle ça comment? On appelle ça la cocotte, et là le cocotier, la cocotte. Et bon, alors parfois ça peut arriver, on tire dessus, ça se défait, parfois c'est des nœuds qui sont indéfaisables, et là c'est moins rigolo. Et puis il faut respecter le matériel et les voiles. On rappelle que ça c'est important de le signaler. C'est là qu'intervient le jury. On a un jeu de voile une fois pour toutes sur la Solitaire du Figaro. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de changer de voile, sauf de connaître une pénalité. C'est ça, et c'est vraiment quelque chose de précieux, et ça incite aussi les skippers à naviguer en bon marin et à préserver le matériel, parce que s'ils débarquent une voile du bateau, et ils prennent une pénalité qui fait... je pense que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Romain, c'est ce qui lui est arrivé parce qu'il a déchiré son grand spi, donc Romain Richard. Il n'avait pas le choix, obligé d'en prendre un autre. Il n'avait pas la possibilité de le réparer. Non, les voileries en fait disent que là c'est pas possible, ils peuvent pas, il y a trop de boulot et c'est une pénalité de 35 minutes je crois. Ah oui, l'addition est lourde tout de même, hein. Mais c'est le règlement. Ah voilà, une autre vue du littoral où les spectateurs charentais-maritimes sont venus retrouver la flotte des Figaris. C'est ainsi que nous appelons les navigateurs et les navigatrices qui sont au départ de cette épreuve formidable. Voilà, on est peut-être en approche de la dernière marque du parcours côtier, la Bouée Spectacle. Je vous rappelle que tout à l'heure en tête, nous avions Romain Richard, le skipper de Passion Santé, devant Corentin Auro et le catalan Pep Costa, Charlotte Yvain, Tom Delan, Guillaume Pirwell. Nous avions Alexis Thomas et l'allemand Jörg Richter. C'était les positions à la bouée de dégagement. Est-ce qu'elles seront les mêmes dans un instant? Ça, on va le vérifier. C'est probable. Ouais, j'ai l'impression, on a aperçu un petit peu sur la droite de notre écran Charlotte Yvain qui était encore en tête. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de gros bouleversement sur ce qu'on appelle nous la descente, hein. Quand je dis la descente, c'est vraiment par rapport au vent, on s'oriente toujours nous par rapport au vent. Et voilà, on voit Charlotte Yvain là qui est avec les voiles rouges, on l'aperçoit bien. Alexis Thomas ici qui va faire une manœuvre, on voit le spi qui vole un peu dans l'air et donc les avant-postes. Et j'ai l'impression que c'est quand même Guillaume Pirwell qui a fait un comeback, comme on dit, qui est vraiment bien revenu en très peu de temps. Donc voilà, on sait que Guillaume reprend présent, mais j'ai l'impression que Tom Laperche a pris aussi le rail de Guillaume. Donc ouais, il y a quand même eu un peu de rebondissement. Je pense qu'il y a quand même une partie de flotte qui est revenue aux avant-postes. Et c'est les leaders. Et voilà, je pense que le ton est donné. Ouais, enfin les leaders, mais on retrouve toujours Pep Costa qui est bien placé. Mutuel Bleu Corentin Auro qui est dans le match également. Alors effectivement, vous aviez raison Étienne, Tom Laperche. Guillaume Pirwell qui s'est un petit peu détaché. Derrière, on trouve Gaston Morvan. Et puis un petit peu plus sur la droite du plan d'eau, on a Alain de Roberts que nous avons aperçu un instant à l'image. Et on ne va pas oublier de vous préciser que Romain Richard est toujours là et dans son sillage, Charlotte Yvain. Quand on regarde la cartographie, c'est un petit peu éclaté tout de même. C'est intéressant, hein. On a même quelques écarts, hein. Bon, c'est pas forcément significatif, mais il y a quelques écarts. On va faire un petit pointage dans quelques minutes parce qu'ils ne sont pas loin de cette marque de parcours à la Pointe-du-Chet, qui, on vous le rappelle, sera la dernière de ce parcours côtier. Quel joli spectacle sous Spinnaker, les 32 voiliers de la Solitaire du Figaro, qui sont partis pour leur dernière étape. On parlait de sommeil, il est important, primordial, pour être tout à fait lucide. Étienne a dit tout à l'heure, entre les îles Farallones de l'Espagne et Saint-Nazaire, ça va être compliqué de se reposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois le parcours côtier terminé, direction Arcachon, et peut-être la première section, direction d'Espagne, on va essayer d'engranger du sommeil et du repos un petit peu, Étienne? Alors là, je pense pas, parce que c'est vrai que c'est quand même la journée, il y a quand même le vent qui va bouger et je suis pas sûr que ce soit tout de suite où ça va commencer à se reposer. Mais oui, c'est sûr que très vite, en fait, sur des sections où le vent va être à peu près stable aussi, parce qu'il y a ça aussi, hein, si le vent est instable, on peut jamais dormir, il faut toujours régler les voiles.
Et ça va être vraiment, là je pense que ça va vraiment être intéressant de ceux qui vont faire le choix d'un moment de dire ok, je perds un petit peu, ça peut être je vais perdre un quart d'heure, 20 minutes sur mes concurrents directs, mais j'ai besoin de me reposer parce que je sais que derrière je peux perdre beaucoup plus si je dors pas. C'était le cas c'est pas pour le condamner, hein, mais sur l'étape 1, Maël Garnier a voulu se reposer pendant une dizaine de minutes. Résultat, il a dormi 3 heures. C'est ça, et pourtant ils ont des réveils extrêmement puissants, mais ils arrivent à des tels états de fatigue que du coup ils ne l'entendent plus. Alors la société Team, pour ne pas citer cette société, d'ailleurs on va le faire avec grand plaisir, lui a offert un réveil à fort décibel. Donc là, il n'a plus aucune excuse, Maël Garnier. Hein. J'en connais qui ne se réveillent pas non plus avec des réveils à fort décibel. C'est parce qu'on a des états de fatigue, je dirais, extrêmes. Hein. On ne font que repousser les limites. Et surtout Maël, où là, il repartait dans le vent fort et il était plutôt dans les premiers. Il ne voulait absolument pas dormir, mais à un moment donné, ça tombe et il n'y a plus possibilité de réagir. Alors Dominique Vitet, qui était consultant dimanche dernier, nous a dit qu'à une certaine époque, sur la Solitaire du Figaro, pour être certain d'entendre le réveil, il avait installé un klaxon de voiture. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Pas surpris du fait d'installer un klaxon de voiture ou pas surpris du choix de Dominique Vitet? Les deux. Non, les deux, c'est sûr que oui, à un moment donné, on est dans des états de fatigue terribles et des histoires, et c'est ça qui est génial aussi, c'est quand on se met à discuter avec les marins, des histoires où les gens s'endorment, il y en a pléthore et parfois c'est passé près de la correctionnelle, mais on s'en sort toujours bien. Vraiment le plus dangereux en fait pour les marins, mais maintenant l'organisation de course fait très attention à ça, c'est à la fin d'une course par exemple, quand il n'y a plus de vent, où il y a un petit peu ils doivent rentrer un peu au moteur pour aller vers le port, c'est souvent là où toute la tension se relâche et là ils s'endorment vraiment littéralement. Et c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Et d'ailleurs, Étienne, je m'autorise, une fois la ligne d'arrivée franchie, il n'est pas rare de voir le préparateur monter à bord pour rejoindre le marin. Hein. Ouais, tout à fait, c'est là où les organisateurs ont vraiment réagi là-dessus avec l'expérience. Et tout de suite derrière, on tend à ne pas les laisser tout seuls parce qu'il faut vraiment ne pas les laisser tout seuls. 51 minutes de course déjà pour cette dernière étape de la Solitaire du Figaro, le millésime 2022. La 53e édition, départ a été donné à midi. Alors, on vous le rappelle, il reste une marque à respecter. Je pense qu'on va se quitter juste après cette marque. On fera un petit pointage, hein, si les moyens techniques nous le permettent, de cette marque qu'on va appeler la marque au vent. Hein. Sous le vent, pardon. Parce que la marque sous le vent, parce que les bateaux sont depuis la pointe de Suzac sous Spinnaker. Voilà la cartographie. Donc, nous sommes approximativement sous SPI au niveau de la ligne de départ, peut-être plus proche encore de la fameuse pointe du Chet, la dernière marque à respecter, Étienne. Ouais, tout à fait. On voit que Corentin Auro, la Mutuelle Bleue, en fait, lui, il a maintenu un peu resté aux avant-postes. On voit ceux qui étaient en tête tout à l'heure ont perdu. Charlotte Yvain est repassé derrière. Celui qui fait vraiment une très belle remontée, c'est Guillaume Pirouel. Hein. Je pense que vraiment là, Guillaume, il annonce la couleur. Et comme je disais tout à l'heure, Tom Laperche a aussi fait une très belle remontée. Donc la bataille est annoncée, ça va vraiment être super chouette à suivre. Et sachant qu'on n'a pas parlé beaucoup de Corentin, de la Mutuelle Bleue, Corentin Auro, qui lui aussi est un redoutable skipper. Et 8e l'an dernier, deuxième en 2014. Hein. Tout à fait, beaucoup d'expérience et Corentin, faut encore le garder dans la tête là parce qu'il peut encore nous faire quelque chose de très beau à venir. Et Pep Costa, moi je voudrais faire une petite attention aussi pour Pep parce qu'il a vraiment fait une excellente deuxième étape et dans le vent fort il a vraiment tenu avec des leaders et là il n'a pas eu de chance, il n'a vraiment pas eu de chance sur la fin et il n'a pas eu de réussite au classement final, mais là on sent qu'il a envie de se venger et je lui souhaite tout le meilleur, ce sera mérité pour lui. Elle va être intéressante cette ultime étape, Étienne. Alors vous évidemment vous allez surveiller vos poulains, hein, que sont Robin Marais, Alexis Thomas, Charlotte Yvain, George Richards, Romain Richard et Kenneth Rimbaud, mais vous êtes tellement passionné que vous regardez tout ce qui se passe sur le plan d'eau. Hein. Ouais, c'est ça, et les skippers sont vraiment tous très sympathiques, donc finalement on les connaît un peu tous et c'est agréable à suivre. Et puis que le meilleur gagne, hein, surtout. Absolument, que le meilleur gagne. Achille Lebou qui a fait un bon petit bord, on ne le voit pas à l'écran, mais il risquerait bien de respecter la dernière marque, qu'elle est toute proche. Hein. Ouais. En tête, on va vérifier ça dans quelques minutes. Et au pointage, on a aussi Pep Costa, que nous avons l'image, qui est plutôt bien placé, qui est en approche de la marque. Hein. Nous remarquerons aussi Corentin Auro, vous l'avez dit, mon cher Étienne, et puis la région Normandie.
je mettrais bien une petite pièce sur Pep Costa, non? Pour le passage en bas à la bouée? Ouais. Je pense pas. Ah bon? Ouais, je pense pas, mais il est bien, hein, Pep, hein, il est super. Alors on joue, Etienne C joue. Mets un petit billet sur qui? Ah bah oui, regarde la carte, c'est plus facile hein, quand on regarde la cartographie. Même avec la carte, c'est pas facile. Non, Je vais Corentin Euro. Corentin Euro, Mutuelle Bleue. Là, c'est dans peu de temps. Je pense qu'on va découvrir à l'image, j'espère en tous les cas, la marque orange. C'est la dernière bouée, ce sera donc le dernier classement. La marque orange, elle est toute proche. Hein. Quand on regarde la cartographie, on n'est pas très loin de cette bouée qui est située, qui est positionnée juste en face la pointe du Chet, où il n'est pas improbable qu'il y ait encore une fois beaucoup de spectateurs. Ah bah voilà, Pep Costa à l'image. De mon point de vue, si on filme Pep Costa, c'est qu'il y a peut-être bien une raison quand même. Je ne vais pas vous mettre la pression, Étienne, mais enfin... Ah, moi j'ai joué, j'ai tout mis sur Pep Costa. Voilà, j'ai cassé mon code vie, j'ai tout mis dessus. On a Romain hein, que je vois un peu dans son sillage. Donc là, on a Pep à la manœuvre, hein, donc voilà, il est en train de réaliser son jibe. Et là, pareil, voilà, donc là, il va se retrouver bâbord à mur, donc non prioritaire par rapport au croisement. Donc voilà, il passe devant Romain, il passe devant Guillaume. Peut-être que Serge, je vais devoir te payer le resto. On va voir. Je mise tout sur Corentin. On va voir ce que ça donne. C'est un petit pari comme ça vaut ce que ça vaut. Tiens, bah voilà la marque orange. Alors, qui a raison? Je pense que c'est toi pour le moment. Il y a le bateau à gauche de l'écran là qu'on voit qui va peut-être accélérer très rapidement pour finir sur la bouée. Mais je pense que Serge, je vais te payer le restaurant. Parfait. Je vais regarder maintenant. Quels sont les meilleurs restaurants de Royan et on prend rendez-vous tout à l'heure. Trêve de plaisanterie. Quel bon départ pour Pep Costa, pour un garçon navigateur adorable. Voilà le public à la pointe du Chet. Ça fait du bien. Ouais, ça fait plaisir. Et c'est aussi pour ça que les skippers font ça. Et c'est vraiment chouette. Vraiment, on est vraiment tout le staff, finalement, toute l'équipe Figaro, enfin tous les bateaux, les organisateurs, on est vraiment très ravis de cette étape à Royan. Et peut-être faire l'économie d'un repas parce que finalement ce serait peut-être bien Corentin Euro, non? Je sais pas, en fait on est à contre. On va vérifier ça tout de suite, mais... En tout cas, ce qui est sûr, et vraiment je l'ai déjà dit mais je le redis, on a Achille Nebou qui répond présent, on a en fait le top 3, le podium, ils sont vraiment tous aux avant-postes, donc vraiment ça va devenir vraiment très très intéressant à suivre. Et là en fait, c'est moi qui vais, voilà, écoute Serge, j'espère que tu as un bon resto pour moi. Sympa. Quelle ambiance, Corentin Euro qui pointe en tête. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, à la marque orange. Ouais, c'est ça. Donc là, on a affalé les spies et on les a vus un petit peu. On n'en a pas parlé pendant la descente, mais ils préparent le Genac. Et c'est la voile intermédiaire. Par exemple, Pep Costa, lui, c'est ce qu'on appelle le J2, donc un foc qui est à l'avant. Et il y a une voile intermédiaire. On voit qu'elle est à l'avant de son bateau à Pep, qui est le Genac. Et là, par exemple. Donc le Genac c'est le Genaker et on a des choix. On regarde ce qu'il fait d'ailleurs, on va rester sur cette image. Donc en fait voilà, Pep il va rester sur J2, il fait un choix de voile et peut-être que derrière, je crois que Tom Laperche a un choix de voile différent, Guillaume Pierrewell a un choix de voile différent parce qu'il va dérouler lui son Genaker. Et voilà, c'est ça qui est aussi intéressant, ça va être le choix de voile en fonction de la route à venir et c'est là où nous après on va regarder la cartographie pour voir un peu qui a fait le meilleur choix. Alors, Corentin Euro, Pep Costa, Guillaume Pierrewell, région Normandie. Derrière, on a Tom Laperche. Ah, ils ne vont pas se quitter les deux là. Hein. Non, ça va être super à suivre. Et là, c'est à voir ça, c'est super parce que le ton est donné. Et puis Achille, il doit pas être très loin non plus. Il était plutôt sur la droite de l'écran en descendant. C'est peut-être lui, je sais pas si c'est lui, mais voilà. En tout cas, on va voilà. Donc Romain Richard, qui est bien, mais je sens que la manœuvre, elle est un petit peu raté puisque là normalement il devrait avoir une voile qui devrait être une voile d'avant en fait qui est à l'avant du bateau qui devrait être là, mais ça veut dire qu'il a raté sa manœuvre. C'est très bien pour moi, je vais savoir quoi lui dire sur les débriefings. Voilà, Romain Richard, passion, santé, transforme. Et nous avons également derrière c'est Tom Delanne, hein, Spurfit, Kappa, Kingspan, garçon régulier qui est 5e au classement général. Très bon résultat pour ce sympathique Irlandais de Concarneau. Puis derrière, écoutez, ça arrive assez groupé, mais il y a quand même quelques écarts. Hein. Ouais, déjà, ça fait toujours un petit peu d'écart, les parcours de dégagement comme ça. Donc, c'est des écarts qui peuvent se rattraper après très vite en choix de l'option. Mais voilà, il y a eu des courses, ça arrive même assez souvent, surtout en Figaro 2, ça se passait, où presque le premier à la bouée au vent, enfin la bouée de dégagement, ce qu'on appelle, gagner l'étape parce que ça faisait que partir par devant et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des parcours à ne pas négliger.
Voilà, le départ a été donné pour la dernière étape de la Solitaire du Figaro il y a maintenant 1 heure et c'en est terminé pour le parcours côtier. Pour certains, tout le monde n'a pas respecté la marque de la pointe du Huchet, mais on s'avance vers une fin de parcours côtier avec à l'image ici, ne serait-ce pas absolument, c'est Charlotte Yvain, la navigatrice du Nord-Bretagne, sympathique navigatrice qui porte les couleurs du team Vendée Formation Botte Fondation. Voilà, les bateaux, les voiliers vont se succéder, prendre le large. Direction maintenant Arcachon. Il devrait être à cette marque dans combien de temps d'après vous, mon cher Étienne? Un petit calcul? Ouais, un petit calcul, hein, ils vont être à Arcachon dans la nuit. Parce que le vent est assez faible, hein, même une bonne partie de nuit, j'ai pas regardé exactement. Mais là, il y a tout longer les côtes, les côtes aquitaines, et ouais, ça va être assez long encore. Alors entre les îles Farallones et Saint-Nazaire, on dit une journée et demie pour traverser le Golfe. Hein. Mais combien de temps entre Arcachon et le nord de l'Espagne? Eh ben, tu vas compter 3 jours. Ah oui, à ce point? Ah oui, il y a beaucoup moins de vent en fait sur ce moment-là. C'est vraiment le dernier bord est très très rapide. Et par contre, toute la première partie va être beaucoup plus lente. Peut-être un peu moins que ça, hein, mais il y a plus de jours pour aller aux îles Farallones que pour revenir ensuite. Bon, je suggère qu'on puisse continuer à commenter les images jusqu'au dernier concurrent qui va respecter cette marque orange qui symbolise la fin du parcours côtier. Donc ici, à l'image, nous avons en approche la Marine Nationale Fondation de la Mer Philippe Hartz. Mais juste avant, Benoît Mariette qui est en tête, qui est 4e, pardonnez-moi, au classement général, avec 39 minutes de retard. Laurent Bourguès qui passe maintenant, suivi de Philippe Hartz, Marine Nationale. Arrivée de Edenred, le bateau qui est équipé par Basile Bourgnon. Nous devrions retrouver derrière le team Baie de Saint-Brieuc. Les bateaux massifs, est assez serré. Hein, et puis, on va commenter tous ces passages ensemble, hein, Étienne. Hein. Là, ça, c'est vraiment c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que quand on passe un peu dans ces groupes, là, c'est très très serré. Il vaut mieux être devant parce que la manœuvre elle est plus simple, il y a plus d'aisance. Là, c'est très très dur parce que déjà, vous avez un bateau quand même assez gros à manœuvrer sous pilote automatique et il y a beaucoup de concurrents autour de vous qui vont vous réclamer des priorités. Et il suffit que vous avez un bout qui coince, une ficelle qui coince, vous regardez à l'intérieur du bateau et tout le monde hurle un peu autour de vous. Et du coup, ça fait vite la panique à bord. Et c'est peut-être ce qui se passe un peu pour Maël Garnier, là par exemple, où on voit le Spinnaker qui vole et il est un petit peu en retard en timing. Et c'est vrai que du coup, on a la tête dans le bateau. Parfois même, on a le spi qui nous recouvre le visage, on voit plus rien. On entend hurler de partout et c'est sûr que c'est pas l'idéal et c'est relativement stressant comme manœuvre. Il y a beaucoup à gagner et beaucoup à perdre en fait. Et c'est vrai que Robin Marais derrière là qui déroule le Génaker. Voilà, et c'est vrai que parfois quand on passe derrière, c'est un peu moins stressant, on a le temps et on peut récupérer un peu les erreurs du groupe, là où c'est vraiment le gros du groupe, le noyau, quoi. Voilà, donc là, quasiment tout le monde a passé la marque et c'est parti pour aller saluer nos amis arcachonnais. Exactement, et ensuite les Espagnols, et ensuite, évidemment, le port de Loire-Atlantique Saint-Nazaire. C'était le départ de l'ultime 3e étape de la Solitaire du Figaro, organisée par OC Sport Penwick, 53e édition. Le suspense reste entier. Étienne, parce qu'on vous rappelle, premier au classement général, Guillaume Pirouel, 14 minutes d'avance sur Tom Laperche, 19 minutes d'avance sur Achille Debout, 39 minutes d'avance sur Benoît Mariette. Rien n'est fait. Ah non, rien n'est fait. Et là, on voit que tout le monde a répondu présent sur déjà le parcours de dégagement. Donc on sait que tout le monde est motivé, on sait que le stress n'a pas amoindri les performances. Donc non, le ton est donné pour la suite, quoi. Merci Étienne. Quelque chose à ajouter, pardon? Non, je crois qu'on peut regarder les cartos maintenant et c'est parti. Exactement, c'est la cartographie qui va nous intéresser maintenant puisque ça va nous permettre de suivre les voiliers jusqu'à l'arrivée à Saint-Nazaire. Alors on va remercier nos amis de Nefsi, les cadreurs, la réalisation, Étienne Cesse qui était avec nous. Belle collaboration, vous avez pris beaucoup de plaisir mon cher Étienne à commenter ces images? C'est bien, hein? Toujours, j'ai toujours beaucoup de plaisir à regarder les bateaux et en plus si on peut expliquer un peu ce qu'on fait, j'ai toujours beaucoup de plaisir à transmettre. Et on va terminer ce direct avec l'image d'un Fred Dutil qui a beaucoup de peine visiblement sur cette solitaire. Hein. Ouais, Fred là, c'est un peu plus dans le dur mais il prend son temps, il a l'expérience aussi et il sait que il va ranger son bateau tranquillement et il va regarder un peu ce qui se passe devant. Voilà,
il sait que ça va se jouer aussi plus loin. Ouais, et qu'il a un petit peu de temps pour se refaire. Nous étions cette semaine à Royan. Le prochain direct, ça va être en Loire-Atlantique à Saint-Nazaire pour vous commenter l'arrivée avec un autre consultant. On va remercier la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique, la ville de Royan, le département de la Charente-Maritime, qui avait bien fait les choses pour nous accueillir cette semaine et remercier le public d'avoir été particulièrement nombreux. Bonne fin de dimanche, tout le monde sur la cartographie pour suivre l'évolution des voiliers de cette Solitaire du Figaro qui viennent de prendre le départ tout à l'heure à midi de la dernière étape. Bonne fin de journée. Et la bouteille de champagne, elle est où ?